La mère du millionnaire survit au silence et à la présence sinistre de sa belle-fille. Lorsque son fils voyage, le masque de l'épouse tombe, révélant une femme cruelle et sans limite. La vieille dame est marquée au fer rouge et meurtrie par sa cruelle belle-fille. Mais la vérité éclate au grand jour, et ce que son fils découvre en ouvrant cette porte change tout à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. La somptueuse demeure se dressait imposante dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine, à Paris, comme un monument à la réussite que Marc Dubois avait bâti au fil de 2 décennies de travail acharné. Les murs blancs reflétaient le soleil de l'après-midi, et les jardins méticuleusement entretenus conféraient au lieu un air de perfection que beaucoup admiraient de loin. Mais la perfection, comme Marc l'apprendrait plus tard, peut n'être qu'une illusion soigneusement construite pour dissimuler ce qui se passe réellement quand personne ne regarde. Madame Hélène Dubois observait l'agitation de la maison depuis son fauteuil roulant, stratégiquement placé près de la fenêtre du 2e étage. À 72 ans, elle portait sur son corps les marques d'un passé qui ne la quittait jamais complètement. Près de 10 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où tout avait changé, quand une chute dans les escaliers de son ancienne maison l'avait laissé avec des séquelles permanentes qui lui avaient volé son indépendance et transformé sa vie en une succession de jours où chaque mouvement était un défi, chaque pas une conquête douloureuse. Elle n'en voulait pas à son fils. Jamais. Marc était en réunion importante ce jour-là, en train de conclure l'affaire qui transformerait sa petite entreprise de technologie en un empire. Comment aurait-il pu prévoir que sa mère, en essayant d'atteindre une boîte en haut d'une armoire, perdrait l'équilibre et dévalerait les marches une par une jusqu'en bas? Comment aurait-il pu imaginer que ces quelques secondes définiraient le reste de leur vie? Mais Marc portait la culpabilité comme un poids invisible dont il ne parvenait jamais à se délester. Hélène le voyait dans les yeux de son fils chaque fois qu'il la regardait, une tristesse profonde, mêlée à un amour si grand qu'il semblait parfois étouffant. Depuis le départ de son mari Joachim 5 ans plus tôt, emporté par une maladie soudaine que personne n'attendait, la mère et le fils étaient tout l'un pour l'autre. La maison, le confort, les médecins privés, les équipements de pointe, tout était une tentative désespérée de Marc pour compenser ce jour où il n'avait pas été présent. Et puis Livia était arrivée. Hélène se souvenait encore du jour où son fils l'avait amenée pour la lui présenter. C'était un samedi après-midi, il y a 3 ans, et Marc semblait plus léger qu'Hélène ne l'avait vu depuis des années. Livia Moreau entra dans le salon comme si elle flottait, une femme de 35 ans, d'une beauté saisissante, ses cheveux sombres et ondulés tombant parfaitement sur ses épaules, ses yeux verts semblant capter la lumière d'une manière spéciale. Elle s'habillait avec une élégance discrète, parlait d'une voix douce et polie, et dès le premier instant, elle manifesta une attention particulière envers Hélène qui toucha profondément le cœur de la vieille dame. Durant ces premiers mois, Livia était tout ce qu'Hélène aurait pu souhaiter comme belle-fille. Elle apportait des fleurs, s'asseyait à ses côtés pour discuter de livres et de films, proposait son aide pour de petites choses qui faisaient toute la différence. Marc semblait rayonnant. Et Hélène, qui s'inquiétait depuis si longtemps de la solitude de son fils, sentit enfin qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial. Le mariage eut lieu 1 an plus tard, une cérémonie élégante dans un cercle privé traditionnel de Paris, avec 200 invités et tout le faste que le succès de Marc permettait. Hélène, dans son fauteuil roulant décoré de fleurs blanches, pleura d'émotion en voyant son fils si heureux. Livia était éblouissante dans une robe en dentelle française, et en passant devant Hélène pour se diriger vers l'autel, elle lui tint la main un instant et murmura d'une voix mielleuse et convaincante qui réchauffa le cœur de la vieille dame d'espoir et de gratitude, promettant de prendre soin de lui et d'elle aussi. Dans les premiers mois suivant le mariage, rien ne changea. Livia restait attentionnée, toujours prête à aider, toujours souriante. La demeure semblait plus vivante avec sa présence. Elle réorganisa quelques pièces, apporta de nouvelles plantes, engagea une nouvelle cuisinière qui préparait des plats délicieux. Hélène commença à la voir comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, cette présence féminine qui manquait à sa vie depuis son veuvage. Mais ensuite vinrent les voyages. Les affaires de Marc exigeaient de plus en plus sa présence à l'étranger. Des semaines à New York, puis à Londres,
puis à Dubaï. Il voyageait parfois pendant 15-20 jours d'affilée. Et c'est pendant les absences de Mark qu'Hélène commença à remarquer les petits changements, subtils comme le changement de saison, mais aussi significatifs que la différence entre le chaud et le froid. Au début, c'étaient des choses qui auraient pu passer inaperçues. Un commentaire un peu plus acide sur le fait qu'Hélène avait laissé tomber un verre pendant le dîner. Une observation sur le temps qu'elle passait dans la salle de bain, perturbant la routine de la maison. Rien que l'on puisse qualifier de méchanceté explicite, mais il y avait un ton différent dans la voix de Livia quand Mark n'était pas là. Une froideur qui coupait comme une lame de rasoir là où il n'y avait eu que de la douceur. Puis vinrent les restrictions déguisées en soins et en préoccupations. « Madame Hélène, vous savez que vous ne pouvez pas manger autant de sel. Le médecin l'a dit. Je vais demander à la cuisinière de préparer vos repas séparément, plus légers et plus sains, » disait Livia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et les portions d'Hélène commencèrent à diminuer, devenant de plus en plus fades et insuffisantes, la laissant affamée mais sans le courage de se plaindre. « Madame Hélène, vous êtes très agitée ces derniers temps. Je pense qu'il vaut mieux que vous vous reposiez davantage dans votre chambre, loin de l'agitation de la maison. Le bruit n'est pas bon pour votre tension. » Et peu à peu, Hélène fut poussée en douceur à passer plus de temps isolée, loin des espaces communs où elle aimait autrefois être, loin des conversations, loin de la vie qui pulsait encore dans cette immense maison. « Madame Hélène, cette vieille canne pourrait vous faire trébucher. Je vais la ranger en lieu sûr jusqu'à ce que nous en trouvions une meilleure. » Et soudain, les objets qui donnaient à Hélène une certaine indépendance commencèrent à disparaître, toujours avec une justification qui semblait raisonnable mais qui, en pratique, la rendait plus dépendante et vulnérable, plus prisonnière de ce fauteuil qui devenait de plus en plus une cage plutôt qu'une aide. Rose, l'employée qui s'occupait d'Hélène depuis 6 ans, remarqua les changements avant tout le monde. C'était une femme de 50 ans, robuste et au grand cœur, venue de l'Auvergne des années auparavant, en quête d'une vie meilleure pour ses 3 enfants. Elle s'était attachée à Hélène comme si c'était sa propre mère, et elle sentait un pincement au cœur chaque fois qu'elle voyait sa patronne plus silencieuse, plus renfermée, plus effrayée, comme un oiseau qui pressent la tempête. Un jour, Rose prit son courage à 2 mains et demanda à voix basse, en aidant Hélène à se changer, sa voix chargée d'une inquiétude sincère et de la peur de ce qui pouvait se passer dans cette maison autrefois si tranquille. « Madame Hélène, vous allez bien. Vous avez l'air différente ces derniers temps. Vous semblez plus maigre aussi, vous ne mangez pas correctement ?» Hélène regarda Rose avec des yeux fatigués et secoua simplement la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, cette oppression dans sa poitrine qui grandissait de jour en jour. « Je vais bien, Rose, juste un peu fatiguée. L'âge nous rattrape tous, n'est-ce pas ?» Mais Rose savait que ce n'était pas seulement de la fatigue. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais qu'elle sentait, dans l'air lourd de cette maison chaque fois que M. Mark voyageait, une tension invisible qui lui donnait la chair de poule. Un jeudi après-midi, alors que Mark était à Los Angeles depuis 2 semaines pour conclure un contrat important avec des investisseurs américains, Rose fut convoquée dans le bureau de Livia. La belle-fille d'Hélène était assise derrière le bureau en acajou importé, tapant quelque chose sur l'ordinateur avec une expression concentrée et froide. Quand Rose entra, Livia leva lentement les yeux, comme si elle évaluait chaque centimètre de l'employé, pesant sa valeur et son utilité. « Rose, nous devons parler d'un sujet délicat, » dit Livia avec un sourire qui n'avait aucune chaleur, seulement du calcul. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, ça ne prendra pas longtemps. » Rose s'assit, mal à l'aise, sur la chaise en face du bureau, ses mains moites en attendant la suite. Livia continua, sa voix douce mais chargée d'une menace voilée. « J'ai quelques inquiétudes concernant vos papiers. Je révisais les dossiers des ressources humaines de la maison et j'ai remarqué quelques incohérences importantes. Votre titre de séjour, par exemple, semble présenter quelques irrégularités qui pourraient devenir un problème sérieux. » Le sang de Rose se glaça dans ses veines. Elle savait qu'il y avait quelques problèmes avec ces documents, des choses qu'elle essayait de résoudre depuis des mois, mais que par manque d'argent et de conseils adéquats, elle n'avait pas encore réussi à régulariser complètement. Cela n'avait jamais été un problème auparavant. M. Mark n'avait jamais rien mentionné, mais maintenant, de la façon dont Livia en parlait,
Cela sonnait comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. « Je ne voudrais pas que cela devienne un problème plus grand », continua Livia, se penchant en avant avec les doigts entrelacés sur le bureau, ses yeux verts fixés sur Rose, comme ceux d'un prédateur observant sa proie. « Ce serait très désagréable si les autorités compétentes devaient être impliquées. Vous avez de la famille ici, n'est-ce pas? 3 enfants qui vont à l'école, si je ne me trompe pas. Ce serait terrible de devoir retourner en Auvergne les mains vides, sans référence, peut-être même avec des restrictions pour travailler ailleurs. Et vos enfants, que deviendraient-ils » Rose déglutit difficilement, sentant sa gorge se serrer et ses yeux piquer avec des larmes qu'elle luttait pour contenir. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» réussit-elle à demander d'une voix tremblante. « Je veux dire que nous devons avoir une entente claire entre nous, » répondit Livia, avec un calme calculé, chaque mot choisi avec soin pour un impact maximal. La maison subit quelques changements nécessaires. Madame Hélène vieillit, elle devient plus confuse, vous avez dû le remarquer. Parfois, elle imagine des choses qui ne se sont pas produites, elle se crée des situations dans sa tête, vous savez comment c'est avec les personnes de son âge. L'esprit commence à jouer des tours. Je suis très inquiète qu'elle puisse dire des choses étranges, porter des accusations sans fondement, impliquer des personnes innocentes dans des fantasmes qui n'existent que dans sa tête. Si cela arrive, et je suis sûr que ça arrivera car son état ne peut qu'empirer, j'ai besoin de savoir que je peux compter sur vous pour être raisonnable, pour comprendre que ce ne sont que les délires d'une personne fragilisée par l'âge et la maladie. Vous me comprenez, n'est-ce pas, Rose ? Rose sentit un nœud se serrer dans sa gorge et une honte profonde lui brûler les joues. Elle comprit parfaitement ce qui était dit, entre les lignes, chaque mot non prononcé mais clairement implicite. Livia achetait son silence, la menaçant d'expulsion et de ruine si elle remettait quoi que ce soit en question ou défendait Hélène. C'était un piège parfait, cruel et efficace, et Rose, avec 3 enfants dépendant de son salaire et sans autre option réelle dans la vie, savait qu'elle était prise au piège comme un animal dans une cage invisible. « Je comprends, madame », murmura Rose, sentant la honte et l'impuissance peser sur ses épaules comme des pierres. « Je ferai ce qu'il faut. »« Parfait », sourit Livia, reportant son attention sur l'ordinateur, comme si Rose n'existait déjà plus dans la pièce. « Je suis heureuse que nous soyons parvenus à un accord. Vous pouvez y aller maintenant. » Et Rose, fermez la porte en sortant. Rose quitta ce bureau le cœur en miettes, se sentant comme une traîtresse, une lâche, une personne qui abandonnait quelqu'un qui lui faisait confiance. Ce soir-là, en allant aider Hélène à se coucher, elle tint la main de la vieille dame un instant de plus et murmura d'une voix étranglée, essayant de transmettre tout le regret qu'elle ressentait. « Pardonnez-moi, madame Hélène, pardonnez-moi vraiment pour tout. Si je pouvais faire autrement, je le ferais. » Hélène ne comprit pas entièrement ce que Rose voulait dire à ce moment-là, mais elle sentit dans la pression de cette main calleuse une solidarité silencieuse, une demande de pardon pour quelque chose qui était encore à venir, un adieu anticipé à quelque chose qui était sur le point d'être perdu à jamais. Les semaines suivantes furent une période de transformation subtile mais inexorable, comme le mouvement des marées qui se produit si lentement qu'on ne le remarque pas, jusqu'à ce que toute la plage soit submergée. Quand Marc était à la maison, tout semblait absolument normal. Livia était l'épouse parfaite, attentionnée envers son mari et douce avec sa belle-mère, jouant son rôle avec une maîtrise digne des plus grands prix si elle avait été sur une scène. Mais quand Marc voyageait, et il voyageait de plus en plus, le masque tombait un peu plus chaque jour, révélant en dessous quelque chose de froid, de calculé et de profondément troublant. Hélène commença à être servie de plus en plus tard, parfois seulement après que tous les employés aient mangé et que la nourriture soit froide et sans saveur. Ses vêtements étaient lavés en dernier, restant empilés pendant des jours et commençant à sentir mauvais. Ses demandes étaient satisfaites avec un retard délibéré, quand elles l'étaient, et toujours accompagnées de soupirs lourds et de regards d'impatience. Et il y avait toujours ces commentaires subtils, ces observations qui semblaient innocentes, mais qui portaient un venin distillé goutte à goutte. Vous devenez très exigeante ces derniers temps. Vous vous plaignez de tout. Je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez autant, vous avez tout ce qu'une personne pourrait désirer ici. Votre fils travaille si dur pour vous offrir cette vie confortable et vous ne semblez pas du tout reconnaissante, vous ne faites que vous plaindre.
Le pire, c'étaient les insinuations constantes sur sa santé mentale, plantées avec soin comme des graines empoisonnées. « Madame Hélène, vous m'avez déjà raconté cette même histoire 3 fois aujourd'hui. Vous oubliez beaucoup de choses. N'auriez-vous pas besoin d'un médecin spécialisé ?» disait Livia devant d'autres personnes, même quand c'était un mensonge complet. « Marc, je suis très inquiète pour ta mère. Hier, elle a insisté sur le fait que j'avais caché sa télécommande, mais elle était exactement là où elle est, toujours sur la petite table à côté. Elle est devenue très agitée, presque agressive. Ne serait-il pas temps d'envisager un suivi neurologique plus étroit, peut-être même une évaluation psychiatrique? Ces choses sont délicates, mais plus tôt nous les traitons, mieux c'est. » Hélène commença à douter d'elle-même, remettant en question sa propre perception de la réalité. Devenait-elle vraiment confuse, comme le disait Livia? Imaginait-elle des choses qui ne se produisaient pas? L'âge faisait ça aux gens, elle le savait. Elle l'avait vu arriver à des amis et des connaissances. Mais non, au fond d'elle, elle était sûre de ne pas être folle, que son esprit fonctionnait encore parfaitement bien. Livia faisait quelque chose de terrible, quelque chose de calculé et de cruel, et elle le faisait d'une manière si subtile, si intelligente, qu'il serait impossible de le prouver à quiconque. Marc, cependant, commençait à remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas, même sans pouvoir identifier exactement quoi. Pas avec Livia, son épouse parfaite qui s'occupait si bien de tout, mais avec sa mère. Elle semblait plus distante à chaque visite, plus silencieuse, plus éteinte, comme si une lumière intérieure s'éteignait progressivement. Quand il essayait de lui parler, Hélène détournait le regard, donnait des réponses courtes et évasives, évitait ses yeux. Elle semblait toujours fatiguée, voulant toujours retourner dans sa chambre, refusant toujours ses invitations à sortir un peu, prendre l'air, voir le monde. Et cela l'inquiétait profondément, grattant quelque chose en lui qu'il ne pouvait nommer. « Maman, tout va vraiment bien? Tu as l'air si différente ces derniers temps, si distante de moi ?» demanda-t-il un dimanche après-midi, assis à côté du fauteuil roulant d'Hélène dans le jardin parfumé, essayant de percer ce silence qui s'était installé entre eux comme un mur invisible. Hélène regarda son fils et sentit son cœur se serrer douloureusement, une oppression physique qui envahit toute sa poitrine. Comment pouvait-elle lui dire? Comment pouvait-elle dire que la femme qu'il aimait, qui le rendait si heureux, qui illuminait ses jours, transformait sa vie en un cauchemar silencieux et méthodiquement planifié? Marc ne la croirait pas. Pire, il serait déchiré entre sa femme et sa mère, divisé entre 2 amours, et Hélène ne supporterait pas d'être la cause de son malheur, de sa douleur, de sa souffrance. Elle avait déjà causé assez de souffrance à son fils, en tombant dans ces escaliers des années auparavant. « Je vais bien, mon fils, juste un peu fatigué, c'est tout », mentit-elle avec un faible sourire qui ne trompait personne. « L'âge nous rattrape tous. C'est normal de devenir plus calme, plus réfléchi. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu as des choses plus importantes en tête, tes affaires, ta vie. » Marc ne fut pas convaincu, son instinct lui hurlant que quelque chose n'allait pas, mais il respecta le silence de sa mère parce qu'il ne savait pas comment le percer. C'était peut-être vraiment juste l'âge, pensa-t-il, même si quelque chose au fond de lui murmurait avec insistance qu'il y avait bien plus derrière ce regard fatigué et effrayé. Cette nuit-là, Marc eut du mal à dormir, se retournant sans cesse dans son lit. Allongé à côté de Livia, qui dormait paisiblement comme quelqu'un qui n'a rien sur la conscience, il sentit une anxiété inexplicable lui serrer la poitrine, une sensation de danger imminent qu'il ne pouvait justifier rationnellement. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda le jardin illuminé par la pleine lune, les ombres des arbres dansant dans le vent froid de la nuit. Quelque chose n'allait terriblement pas. Il le sentait avec chaque fibre de son être, chaque cellule de son corps. Mais il ne pouvait identifier quoi, ne pouvait pas mettre le doigt sur la plaie qui saignait de manière invisible. Et tandis que Marc luttait seul avec ses propres démons intérieurs, sans savoir que son instinct était absolument correct, dans la chambre qui deviendrait bientôt la nouvelle et terrible réalité d'Hélène, Livia souriait seule dans le noir, planifiant méticuleusement chaque prochaine étape de son plan élaboré au fil des mois. Elle avait attendu si longtemps cette vie de luxe et de confort, ce statut, ce pouvoir silencieux, mais absolu. Elle venait d'un passé sombre de privation et d'humiliation que personne ne connaissait, et elle ne laisserait pas une vieille femme fragile et sentimentale gâcher tout ce qu'elle avait conquis
avec tant de patience et d'effort. La tempête ne faisait que commencer à se former à l'horizon, et personne n'imaginait encore jusqu'à quelle profondeur de ténèbres cette maison parfaite serait entraînée dans les mois terribles à venir. Hélène, dans sa chambre solitaire, priait à voix basse avant d'essayer de dormir, demandant à Dieu la force d'affronter ce qui allait arriver, pressentant que le pire était encore à venir. Et Rose, dans sa petite maison modeste en périphérie de la ville, pleurait silencieusement en serrant son oreiller, partagée entre la peur paralysante de tout perdre et la culpabilité corrosive d'avoir abandonné celle qui avait besoin d'elle, se promettant entre deux sanglots qu'elle trouverait un moyen d'aider. Même si cela lui coûtait tout ce qu'elle avait, même si cela signifiait la fin de sa propre stabilité. La demeure de Neuilly-sur-Seine, si parfaite et admirée de l'extérieur, avec ses jardins impeccables et ses murs blancs resplendissants, gardait désormais de sombres secrets entre ses murs élégants. Et le silence, qui n'était autrefois que la quiétude naturelle d'une grande et tranquille maison, devenait maintenant la complicité forcée d'une cruauté qui grandissait comme une mauvaise herbe, lentement mais implacablement, empoisonnant tout ce qu'elle touchait. Le changement se produisit un mardi matin, exactement 3 mois après la conversation entre Livia et Rose. Marc s'était envolé la veille pour Tokyo, où il devait passer 3 semaines à finaliser un partenariat complexe avec des investisseurs japonais. C'était le plus long voyage qu'il ferait jusqu'à présent, et avant de partir, il avait serré sa mère dans ses bras avec une force inhabituelle, comme s'il pressentait quelque chose que son esprit rationnel ne pouvait encore traiter. « Prends bien soin de toi, maman. Quoi qu'il arrive, appelle-moi, peu importe l'heure. Promis ?» dit-il, tenant le visage d'Hélène entre ses mains et la regardant profondément dans ses yeux fatigués. Hélène hocha la tête, forçant un sourire qui ne la trompait même pas elle-même. « Vas-y tranquille, mon fils. Tout se passera bien pour tes affaires. Je suis bien ici. » Mais dès que la voiture de Marc disparut derrière le portail électronique, Hélène sentit l'atmosphère de la maison changer complètement, comme si une ombre lourde s'était abattue sur chaque pièce. C'était une sensation physique, palpable, et elle sut avec une certitude absolue que les jours à venir seraient différents de tout ce qu'elle avait affronté jusqu'alors. Il ne fallut pas longtemps pour que Livia montre ses véritables intentions, sans plus de déguisement ni de subtilité. Le lendemain matin, Hélène fut surprise par Livia entrant dans sa chambre sans frapper, accompagnée de 2 employés qu'elle n'avait jamais vus auparavant. C'étaient des hommes jeunes, forts, avec des expressions neutres et professionnelles. Livia portait un élégant ensemble pantalon et blazer noir, les cheveux attachés en un chignon impeccable, et il y avait, dans ses yeux verts, une froideur qui glaça le sang d'Hélène. « Madame Hélène, il est temps de faire quelques changements nécessaires dans la maison, » annonça Livia, d'une voix qui n'admettait aucune contestation. « Cette chambre doit subir une rénovation urgente. Nous avons identifié des problèmes structurels qui pourraient compromettre votre sécurité. Nous allons vous transférer temporairement dans un espace plus approprié jusqu'à ce que les travaux soient terminés. » Hélène sentit son cœur s'emballer. Quelle rénovation! Il n'y avait rien qui n'allait pas avec sa chambre, elle le savait. Mais avant qu'elle ne puisse protester, les 2 hommes commençaient déjà à rassembler ses affaires, emballant ses vêtements dans des boîtes en carton avec des mouvements mécaniques et efficaces. « Attendez, je ne comprends pas. Marc ne m'a rien dit à propos d'une rénovation, » tenta de dire Hélène, sa voix tremblant de peur et de confusion. « Votre fils a tout laissé entre mes mains, » répondit Livia avec un sourire froid. « Il me fait confiance pour prendre les décisions nécessaires pendant son absence. Et c'est une décision nécessaire, Madame Hélène, pour votre propre bien. » Et c'est ainsi, sans cérémonie et sans droit de contestation, qu'Hélène fut transférée dans une petite chambre improvisée dans la cave de la demeure. Ce n'était pas vraiment une chambre, en fait, plutôt un débarras qui avait été sommairement adapté avec un matelas fin sur le sol froid en béton, une petite table en plastique et une ampoule faible suspendue au plafond. Les murs étaient humides, avec des taches de moisissure dans les coins, et l'odeur était celle d'un endroit fermé depuis longtemps, mélangée à quelque chose de chimique qui piquait les yeux. « Mais c'est temporaire, n'est-ce pas ?» demanda Hélène, alors qu'on la poussait dans cet espace, claustrophobe, sentant les larmes lui brûler les yeux. « C'est juste jusqu'à la fin de la rénovation ?» Livia ne répondit pas. Elle se contenta d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et ferma la porte,
laissant Hélène seule dans cette obscurité humide et étouffante. Cette première nuit dans la cave, Hélène pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Allongée sur le matelas fin qui sentait le moisi, enveloppée dans une couverture usée qui ne suffisait pas à chasser le froid qui montait du sol, elle se demanda comment sa vie en était arrivée là. Comment cette femme que son fils aimait, qui avait été si gentille au début, pouvait-elle faire cela? Et plus important encore, comment allait-elle survivre? Les jours qui suivirent furent une descente progressive en enfer. Livia établit une routine méticuleusement cruelle. Hélène ne recevait de la nourriture que 2 fois par jour, toujours de petites portions froides, des restes de ce qui était servi dans la maison. L'eau venait dans une vieille bouteille en plastique, souvent tiède et avec un goût étrange. Les toilettes étaient un problème constant. Hélène devait frapper à la porte et supplier pour que quelqu'un l'emmène aux toilettes, les plus proches, et elle était souvent ignorée pendant des heures, devant se retenir jusqu'à la limite du supportable. Rose essayait d'aider dès qu'elle le pouvait, mais Livia la surveillait comme un faucon. Quand Rose parvenait à descendre à la cave avec un peu de nourriture supplémentaire ou une couverture plus chaude, elle le faisait en tremblant de peur, sachant que si elle était prise, elle perdrait tout. Et Hélène voyait la peur dans les yeux de la femme, qui avait été autrefois sa confidente et son amie. Elle voyait la honte et l'impuissance, et elle ne lui en voulait pas. Comment pouvait-elle en vouloir à quelqu'un qui était aussi victime de ce système de terreur? Un jour, non, Rose, ne risque plus rien. Tes enfants ont besoin de toi, murmura Hélène, quand Rose apporta en cachette une gamelle encore chaude. Tout ira bien pour moi. D'une manière ou d'une autre, ça ira. Mais elles savaient toutes les deux que c'était un mensonge. Les semaines passaient, et Hélène sentait son corps et son esprit se détériorer lentement. Les douleurs dans son dos et ses jambes s'intensifiaient à force de passer tant de temps sur ce matelas fin sur le sol dur. Ses muscles s'atrophiaient par manque de mouvement adéquat. L'humidité de la cave attaquait ses poumons, la faisant tousser constamment. Et la solitude, l'obscurité quasi constante, commençait à jouer avec son esprit de manière effrayante. Il y avait des jours où Hélène perdait complètement la notion du temps. Était-ce le jour ou la nuit? Combien de temps s'était écoulé depuis le départ de Marc? 1 semaine? 2? 3? Elle essayait de marquer les jours en faisant des traits avec ses ongles sur le mur humide, mais parfois elle oubliait ou perdait le compte, et alors tout se mélangeait en une masse confuse d'heures interminables. Livia, quand elle apparaissait dans la cave, le faisait toujours avec ce sourire froid et calculé, comme un chat jouant avec une souris blessée avant le coup de grâce. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Hélène? J'espère que vous êtes à l'aise. Vous savez, votre fils m'a appelé hier. Il a demandé de vos nouvelles, bien sûr. Je lui ai dit que vous alliez très bien, que vous profitiez du repos. Il était si heureux de savoir que vous allez bien, ce serait dommage de gâcher son bonheur avec des plaintes inutiles. Vous ne trouvez pas? » Et Hélène comprenait parfaitement la menace implicite. Si elle essayait de dire quelque chose à Marc, Livia nierait tout, dépeindrait Hélène comme une vieille femme confuse et délirante, et les choses pourraient devenir encore pires. Alors Hélène se taisait, ravalait les mots qui lui brûlèrent la gorge, et continuait à survivre un jour à la fois. Mais la situation s'aggrava considérablement un jeudi après-midi. Hélène essayait de se lever du matelas pour faire quelques exercices de base que les kinésithérapeutes lui avaient enseignés des années auparavant, des mouvements simples pour maintenir une certaine circulation dans ses jambes. Mais son corps était faible, dénutri, et elle trébucha sur un pli de la couverture, perdant l'équilibre. La chute fut brutale. Hélène heurta son genou contre le sol en béton avec une force qui lui arracha un cri de douleur. Pendant quelques minutes, elle resta là, allongée, essayant de reprendre son souffle, sentant une douleur aiguë pulser dans sa jambe. Quand elle réussit enfin à s'asseoir, elle vit que son genou enflait rapidement, devenant violet et déformé. « S'il vous plaît !» cria-t-elle en frappant à la porte avec des mains tremblantes. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Je suis tombée, je suis blessée, s'il vous plaît. » Personne ne vint pendant des heures. Quand la porte s'ouvrit enfin, c'était Livia, et elle regarda le genou blessé d'Hélène avec une expression de totale indifférence. « Quel dommage! Vous devez faire plus attention, Madame Hélène. À cet âge, une chute peut être très dangereuse. Je vais envoyer quelqu'un apporter de la glace, dit-elle. Mais la glace n'arriva jamais. Hélène passa toute la nuit éveillée, la douleur au genou lancinante comme un tambour insistant.
Il n'y avait pas de médicaments, pas de réconfort, seulement la douleur constante et la certitude croissante que personne ne viendrait la sauver. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, Hélène se demanda si elle survivrait jusqu'au retour de Marc. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, à Tokyo, Marc ne parvenait pas à dormir. Il était dans la chambre d'un hôtel 5 étoiles, avec vue sur la ville illuminée, mais il se sentait agité d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il avait essayé d'appeler sa mère 3 fois cette semaine-là, mais Livia répondait toujours en disant qu'Hélène se reposait, qu'elle ne voulait pas être dérangée, que tout allait bien. Quelque chose en lui criait que tout n'allait pas bien. Mais quoi? Livia était parfaite. Elle s'occupait de tout. Elle aimait sa mère autant que lui. Ou pas. Marc se leva du lit et alla à la fenêtre, regardant les lumières de Tokyo scintiller dans la nuit. Il avait commencé à faire des cauchemars étranges ces derniers temps. Il rêvait de sa mère prisonnière dans des endroits sombres, l'appelant, mais quand il essayait de l'atteindre, ses jambes ne bougeaient pas, sa voix ne sortait pas. Il se réveillait, en sueur, le cœur battant à tout rompre, avec un sentiment d'urgence qui n'avait aucun sens rationnel. Il décida que dès la fin de la réunion du lendemain, il appellerait sa mère directement, insisterait pour lui parler. Il avait besoin d'entendre sa voix, d'être sûr qu'elle allait vraiment bien, car cette sensation, ce terrible pressentiment, devenait impossible à ignorer. De retour à la demeure de Neuilly-sur-Seine, Hélène écrivait une lettre. Elle avait réussi, lors d'une de ses rares sorties aux toilettes, à prendre un morceau de papier et un stylo qu'elle avait trouvé abandonné sur un comptoir. Avec des mains tremblantes et une écriture hésitante à cause de la douleur et de la peur, elle écrivait à son fils tout ce qui se passait. Chaque humiliation, chaque privation, chaque moment de terreur. Elle écrivait parce qu'elle avait besoin de croire que d'une manière ou d'une autre, ces mots parviendraient à Marc, qu'il saurait la vérité, qu'il viendrait la sauver. « Mon fils chéri », commençait la lettre, tandis que des larmes tombaient sur le papier, tachant l'encre. « Si tu lis ceci, alors il y a encore de l'espoir. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout, et que rien de ce qui se passe n'est de ta faute. Mais j'ai besoin de ton aide. Je suis en danger ici, dans cette maison qui devrait être mon foyer. La femme que tu aimes n'est pas celle que tu crois. » Hélène plia soigneusement la lettre et la cacha à l'intérieur du matelas, dans une petite déchirure sur le côté. Elle attendrait la bonne occasion pour la donner à Rose ou trouver un moyen de la faire parvenir à Marc. C'était son seul espoir, sa seule chance. Mais le lendemain matin, quand Hélène se réveilla, la lettre avait disparu. Et Livia se tenait à la porte de la cave, tenant les papiers pliés entre ses doigts, son visage un masque de fureur contenu. « C'est donc comme ça que vous me remerciez pour tout ce que nous avons fait pour vous? Des mensonges et des accusations? Vous croyez vraiment que votre fils va croire les fantasmes d'une vieille femme sénile ?» cracha Livia, déchirant la lettre en minuscules morceaux qu'elle laissa tomber sur Hélène comme des confettis cruels. « Je crois qu'il est temps que vous appreniez que les actions ont des conséquences, Madame Hélène, et vos conséquences ne font que commencer. C'est cette nuit-là que se produisit l'incident qui allait tout changer à jamais. Hélène, désespérée et souffrant d'une douleur au genou qui ne s'améliorait pas, tenta de se traîner jusqu'à la porte de la cave. Elle pensa que peut-être si elle criait assez fort, quelqu'un de l'extérieur pourrait l'entendre, un voisin, un passant. C'était un espoir insensé. La cave était trop isolée, mais c'était tout ce qui lui restait. Mais son corps faible la trahit. À mi-chemin, ses jambes cédèrent complètement, et elle tomba le visage contre le sol froid, se cognant violemment le front. La douleur fut explosive, aveuglante. Elle sentit quelque chose de chaud couler sur son visage et réalisa qu'elle saignait. Elle tenta de se relever, mais le monde tournait, ses mains glissaient dans son propre sang. Et puis, tout devint noir. Quand Hélène se réveilla, elle n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé. Des heures, des jours. Elle était allongée sur le matelas, sa tête enveloppée dans des linges qui brûlaient contre la blessure. La douleur était insupportable. Elle essaya de crier à l'aide, mais sa voix ne sortit que comme un murmure rauque. C'est alors que la porte s'ouvrit et que Livia entra portant un plateau avec de la nourriture. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose d'encore plus froid et déterminé qu'auparavant. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais, Madame Hélène.
Mais cette obstination ne fait que rendre les choses plus difficiles pour vous. Il est peut-être temps que vous compreniez une bonne fois pour toutes quelle est votre place dans cette maison maintenant, dit Livia en posant le plateau par terre. Et c'est à ce moment-là, en regardant cette femme qui était devenue sa tortionnaire, qu'Hélène réalisa quelque chose de terrible. Livia n'allait pas s'arrêter. Il n'y avait pas de limite à ce qu'elle était prête à faire. Et si Marc ne revenait pas bientôt, si personne ne découvrait la vérité, Hélène n'était pas sûre de survivre. Mais quelque part en elle, dans cette partie qui avait survécu à la chute dans les escaliers des années auparavant, qui avait survécu à la perte de son mari, qui avait survécu à tant de choses difficiles dans la vie, quelque chose s'alluma. Une petite étincelle, mais persistante. Ce n'était pas exactement de l'espoir, c'était quelque chose de plus primitif. C'était la volonté de survivre, le refus d'abandonner, la détermination que, si elle devait tomber, ce ne serait pas sans se battre. Et Hélène, allongée sur ce matelas immonde dans la cave froide et sombre, la tête lancinante de douleur et le corps faible, se fit une promesse. Elle allait survivre. Elle allait tenir bon. Elle trouverait un moyen de faire savoir la vérité à Marc, parce qu'elle ne laisserait pas cette femme gagner, pas après tout ce qu'elle avait déjà affronté dans la vie. De l'autre côté du monde, Marc se réveilla à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, et la certitude absolue que quelque chose n'allait terriblement pas. Ce n'était plus seulement un vague pressentiment. C'était une certitude viscérale, une connaissance profonde qui venait d'au-delà de la raison. Sa mère avait besoin de lui, et elle en avait besoin maintenant. Il regarda son téléphone, et pour la première fois, se demanda si les réponses que Livia lui donnait étaient vraiment vraies. Pourquoi sa mère ne répondait-elle jamais directement? Pourquoi y avait-il toujours une excuse? Et ce ton dans la voix de Livia quand elle parlait de la santé mentale de sa mère, ces insinuations subtiles sur la confusion et la désorientation, n'étaient-elles pas exactement ce qu'il s'attendrait à entendre si quelque chose n'allait pas avec Livia et non avec sa mère? Pour la première fois, Marc s'autorisa à douter. Et le doute, une fois planté, commença à croître férocement, nourri par des mois de petits signes qu'il avait ignorés, de petites incohérences qu'il avait expliquées, de petites alarmes qu'il avait fait taire au nom de l'amour et de la confiance. Et cette nuit-là à Tokyo, tandis qu'Hélène luttait pour survivre un jour de plus dans la cave sombre et que Livia dormait tranquillement dans le lit king-size qui avait appartenu aux parents de Marc, le fil invisible qui reliait la mère et le fils tira avec force, traversant les océans et les continents, criant un seul message « Rentre à la maison tant qu'il est encore temps ». Marc ne put attendre la fin de la réunion prévue pour ce matin-là. À 6 heures du matin, heure de Tokyo, ce qui correspondait au milieu de l'après-midi de la veille à Paris, il appela chez lui mais personne ne répondit. Il essaya le portable de Livia qui tomba directement sur la messagerie vocale. Il réessaya, et encore, jusqu'à ce que, à la 5e tentative, elle décroche enfin, sa voix paraissant irritée et somnolente. « Marc, il est 3 heures du matin ici. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je dois parler à ma mère, maintenant, » dit Marc, sa voix portant une fermeté qui le surprit lui-même. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, un silence calculé. « Ta mère dort, Marc. Tu sais qu'elle a besoin de repos. Je peux lui laisser un message quand elle se réveillera. Non, je veux lui parler maintenant. Réveille-la, c'est important. » Une autre pause plus longue. « Marc, tu vas bien? Tu as l'air stressé. Je sais que ce voyage a été éprouvant. Tu devrais peut-être te reposer un peu. »« Livia, je suis sérieux. Passe-moi ma mère au téléphone. Maintenant. » La voix de Livia changea subtilement, devenant plus froide. « Ce n'est pas raisonnable, Marc. Ta mère a eu quelques épisodes ces derniers temps. Elle est confuse, agitée. Le médecin a dit que nous devions maintenir une routine stable, sans perturbation. La réveiller au milieu de la nuit pourrait déclencher un autre épisode. Quels épisodes? Quel médecin? Pourquoi personne ne m'a rien dit de tout ça? » La voix de Marc monta involontairement. « Je ne voulais pas t'inquiéter pendant que tu concluais des affaires si importantes. Mais ta mère ne va pas bien, Marc. J'ai parlé à des spécialistes, je suis toutes les recommandations. Quand tu reviendras, nous parlerons des meilleures options de soins pour elle. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je fais de mon mieux pour ta mère. » Mais quelque chose dans la façon dont Livia parlait, ce ton à la fois doux et contrôlant, fit tilt dans l'esprit de Marc.
Il se souvint de petits moments au fil des mois, de petites incohérences qu'il avait ignorées. La façon dont sa mère se recroquevillait quand Livia entrait dans la pièce. Comment elle évitait de la regarder dans les yeux. Comment elle semblait toujours avoir peur de dire quelque chose de travers. « Je rentre à la maison », annonça Marc brusquement. « Aujourd'hui même, j'annule tout ici. » Marc, ne sois pas impulsif, tu es à 2 semaines de ces négociations, tu ne peux pas tout abandonner pour une inquiétude infondée. Elle n'est pas infondée. Je sens que quelque chose ne va pas. Et quand il s'agit de ma mère, je ne prendrai aucun risque. J'arrive demain soir. Et avant que Livia ne puisse argumenter davantage, il raccrocha. Ses mains tremblaient alors qu'il commençait à chercher des vols de retour pour Paris. La prochaine correspondance partait dans 6 heures. Ce serait un long voyage, mais il serait à la maison en environ 24 heures. Il avait juste besoin que sa mère tienne bon un jour de plus. Ce que Marc ne savait pas, c'est que cet appel avait tout changé. Livia, tenant encore le téléphone à la main, sentit une fureur glaciale lui parcourir l'échine. Marc commençait à douter. Il revenait plus tôt. Et s'il découvrait ce qui se passait réellement, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait comme un château de cartes. Elle devait agir. Et elle devait agir vite. Livia descendit à la cave, vêtue de son peignoir en soie, ses pas résonnant sur les escaliers en béton. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Hélène éveillée, allongée sur le matelas, regardant le plafond avec des yeux vides. La blessure sur son front était infectée, rouge et enflée. Le genou était violet et déformé. Hélène était clairement très malade, mais toujours consciente. « Ton fils revient », annonça Livia sans préambule. « Demain, il sera là. Et tu sais ce qui va se passer quand il arrivera ?» Hélène tenta de s'asseoir, mais son corps n'obéit pas. Elle tourna simplement la tête pour regarder Livia, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de terreur. « Il va me trouver », murmura Hélène d'une voix rauque. « Il verra ce que tu as fait. » Livia rit, mais ce n'était pas un rire d'humour. C'était quelque chose de froid et de tranchant. « Vraiment ? Et que verra-t-il, Madame Hélène ? Une vieille femme malade qui est tombée plusieurs fois parce qu'elle est maladroite, qui est confuse et désorientée parce que l'âge et son état de santé affectent son esprit, qui a été transférée dans une chambre plus sûre et accessible parce que son ancienne chambre était en rénovation. J'ai des photos de la chambre en cours de rénovation. J'ai des rapports médicaux sur sa détérioration mentale. J'ai des témoins qui confirmeront sa confusion croissante. » Hélène sentit son cœur se serrer. Des témoins, Rose ne témoignerait jamais contre elle. Ou le ferait-elle ? « Rose a été renvoyée ce matin, » continua Livia, comme si elle lisait dans les pensées d'Hélène. « Nous lui avons donné une bonne indemnité et une excellente lettre de recommandation. Elle est reconnaissante et sait que dire quoi que ce soit contre cette maison signifierait ne plus jamais trouver de travail à Paris. J'ai déjà engagé une nouvelle aide-soignante, une qui comprend comment les choses fonctionnent vraiment ici. »« Tu n'y arriveras pas, » dit Hélène, mais sa voix sortit faible et sans conviction. « Marc me connaît. Il saura que je dis la vérité. »« Vraiment ? Après des mois à entendre parler de ta confusion mentale ? Après que moi, en larmes, je lui ai raconté à quel point il a été difficile de prendre soin de toi, comment tu as des hallucinations, comment tu m'accuses de choses terribles qui ne sont jamais arrivées. Il choisira de te croire toi ou moi, l'épouse qu'il aime, qui ne lui a jamais donné de raison de douter. » Et Hélène réalisa avec une horreur croissante que Livia avait raison. Elle avait si bien joué, si méticuleusement, qu'elle avait créé une réalité alternative parfaitement convaincante. Même si Marc voulait croire sa mère, les preuves que Livia avait soigneusement plantées au fil des mois créeraient suffisamment de doutes. Et le doute suffirait à détruire toute chance de salut pour Hélène. « Mais je vais te donner une chance, » dit Livia en s'accroupissant à côté du matelas pour être au niveau des yeux d'Hélène. « Quand ton fils arrivera, tu souriras. Tu diras que tu vas bien, que tu es très bien soignée, que je suis merveilleuse. Et tu le supplieras de ne pas annuler ses voyages d'affaires à cause de toi. Si tu fais ça correctement, je pourrais peut-être envisager d'améliorer un peu tes conditions ici. Mais si tu essaies de me démasquer, si tu essaies de lui raconter tes fantasmes, je jure que je rendrai le reste de ta vie encore plus insupportable qu'il ne l'est déjà. Et je peux le faire, Madame Hélène. Je le peux, et je le ferai. » Hélène ferma les yeux, sentant des larmes chaudes couler sur ses tempes. Elle était piégée. Quoi qu'elle fasse, Livia avait toutes les cartes en main. Elle
avait le pouvoir, le contrôle, la crédibilité. Et Hélène n'avait que la vérité que personne ne croirait. Tandis que Livia quittait la cave, Hélène resta là, allongée, se sentant plus désespérée que jamais. Son fils revenait, mais même cela ne suffirait pas à la sauver. Livia avait construit sa prison avec une telle intelligence que les barreaux étaient invisibles, mais absolument réels. Mais il y avait quelqu'un que Livia avait sous-estimé. Rose, même renvoyée, même effrayée, ne pouvait pas vivre avec la culpabilité de ce qu'elle laissait se produire. Ces dernières semaines, elle avait vu Hélène se détériorer. Elle avait vu les marques, les ecchymoses, la peur dans les yeux de la femme dont elle s'était occupée pendant des années. Et quand elle fut renvoyée ce matin-là, avec une enveloppe épaisse d'argent et une lettre de recommandation, elle sentit que c'était sa dernière chance de faire ce qui était juste. Rose avait gardé le numéro de portable de Marc qu'elle avait noté des années auparavant, pour les urgences. Elle ne l'avait jamais utilisé, mais elle avait toujours su qu'un jour, elle pourrait en avoir besoin. Et s'il y avait un jour où elle en avait besoin, c'était celui-ci. Elle attendit, la fin de l'après-midi, sachant que Marc serait dans l'avion mais aurait encore accès à ses messages. Les mains tremblantes, elle tapa un message court mais puissant. « Monsieur Dubois, c'est Rose. Pardonnez-moi de ne parler que maintenant, mais Madame Hélène est en danger. Madame Livia n'est pas celle que vous pensez. S'il vous plaît, quand vous arriverez à la maison, cherchez votre mère dans la cave et soyez préparés à ce que vous allez trouver. Je suis désolé de ne pas avoir eu le courage avant. J'ai sauvegardé quelques photos que j'ai prises en cachette. Je peux tout prouver. S'il vous plaît, sauvez Madame Hélène avant qu'il ne soit trop tard. » Rose joignit 3 photos qu'elle avait réussi à prendre furtivement ces dernières semaines. L'une montrait Hélène dans la cave, l'environnement déplorable autour d'elle. Une autre montrait les ecchymoses sur ses bras. La troisième montrait la blessure sur son front, encore fraîche et saignante. En appuyant sur « Envoyer », Rose se mit à pleurer. Elle ne savait pas si cela suffirait, si Marc la croirait, s'il arriverait à temps. Mais elle avait fait sa part. Enfin, après des mois de complicité forcée par la peur, elle avait trouvé le courage de faire ce qui était juste. Le message arriva sur le téléphone de Marc, alors qu'il était dans la file d'embarquement à l'aéroport de Tokyo. Quand il l'ouvrit et vit les photos, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce ne pouvait pas être sa mère, ce ne pouvait pas être sa maison, ce ne pouvait pas être réel. Mais ça l'était. Les photos ne mentaient pas. Et soudain, tout prit sens. Tous les signes qu'il avait ignorés, toutes les excuses qu'il avait acceptées, tous les doutes qu'il avait fait taire. Marc courut vers le comptoir de la compagnie aérienne, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. « J'ai besoin du premier vol pour Paris. Peu importe le prix. Peu importe si c'est en première classe ou si je dois voyager debout. Je dois être sur le prochain vol. » L'agente, effrayée par l'intensité dans ses yeux, vérifia rapidement le système. « Il y a un vol privé d'affaires qui part dans 2 heures. Je peux essayer d'obtenir une place, mais ce sera très cher. » « Ça n'a pas d'importance. Réservez, faites le nécessaire. » En attendant l'embarquement, Marc appela un ami, avocat à Paris. « J'ai besoin que tu ailles chez moi maintenant. Entre avec la police si nécessaire, ma mère est en danger. Je t'envoie les preuves par email tout de suite. » Puis il appela un autre ami, un médecin. « J'ai besoin d'une ambulance chez moi et j'ai besoin d'un expert qui puisse tout documenter. Ma mère a été victime de mauvais traitements et j'ai besoin de preuves médicales. » Chaque appel, chaque disposition était comme un coup de poing qu'il se donnait à lui-même. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il laissé cela se produire? Comment avait-il encore une fois manqué à sa mère, exactement comme il l'avait fait le jour de sa chute dans les escaliers? Les 16 heures suivantes furent les plus longues de la vie de Marc. Dans l'avion, il ne put ni dormir, ni manger. Il resta simplement là, à regarder les photos que Rose avait envoyées, chaque détail se gravant dans son esprit comme un fer rouge. Sa mère, maigre, sale, blessée, l'environnement déplorable, la peur imprimée sur son visage, et dire que Livia, la femme qu'il aimait, qu'il avait fait entrer chez lui, à qui il avait confié ce qu'il avait de plus précieux, était responsable de cela. Comment ne l'avait-il pas vue? Quel genre de personne était-elle vraiment? Et plus important encore, quel genre de personne était-il pour ne pas avoir protégé sa propre mère? Quand l'avion atterrit enfin à l'aéroport Charles de Gaulle, il faisait déjà nuit.
Marc n'attendit pas ses bagages. Il courut directement vers un taxi, donna l'adresse et demanda au chauffeur d'aller le plus vite possible. 100 € de plus si vous y êtes en moins de 30 minutes, dit-il, et le chauffeur appuya sur l'accélérateur. Tandis que la voiture fendait le trafic parisien, Marc priait. Il n'était pas un homme particulièrement religieux, mais à ce moment-là, il priait de toute la force de son âme. « S'il vous plaît, qu'elle soit en vie. S'il vous plaît, qu'il ne soit pas trop tard. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de réparer ça. Juste cette chance. » La demeure apparut, illuminée comme toujours, parfaite comme toujours, cachant ses sombres secrets derrière ses murs blancs et ses jardins impeccables. Marc descendit de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement, courant vers le portail. Ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à taper le code d'accès. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, Livia était là, élégamment vêtue comme toujours, un sourire de surprise sur le visage. « Marc, tu es rentré plus tôt que prévu. Quelle merveille !» commença-t-elle, mais il passa devant elle sans un mot, courant vers les escaliers qui menaient à la cave. « Marc, qu'est-ce que tu fais ?» appela Livia derrière lui, sa voix montant d'un ton, la panique commençant à déborder de son masque de perfection. Mais Marc ne s'arrêta pas. Il dévala les escaliers en sautant les marches, le cœur dans la gorge, jusqu'à la porte de la cave. Elle était verrouillée. « Où est la clé ?» cria-t-il en se tournant vers Livia qui l'avait suivi. « Marc, tu agis de manière irrationnelle. Nous devons parler calmement. Ta mère va bien, elle se repose juste dans un environnement plus adapté pendant que sa chambre est en rénovation. Ouvre. 7. Porte. Maintenant, » dit Marc d'une voix si basse et dangereuse que même Livia recula d'un pas. Comme elle ne bougeait pas, Marc se jeta simplement contre la porte. Une fois, deux fois, à la troisième, la serrure céda et la porte s'ouvrit à la volée. L'odeur qui s'échappa de cette pièce était indescriptible. Moisissure, humidité, maladie, désespoir. Et là, sur un matelas fin et immonde sur le sol en béton froid, se trouvait sa mère. Si petite, si fragile, si différente de la femme forte qu'il connaissait. Les yeux fermés, le corps immobile pendant un instant terrible, jusqu'à ce qu'il voie sa poitrine se soulever légèrement. Juste une faible respiration, mais une respiration. « Maman », murmura Marc en tombant à genoux à côté d'elle, les larmes s'échappant enfin sans contrôle. « Maman, je suis là. Pardonne-moi tellement. » Hélène ouvrit lentement les yeux, et quand elle se concentra sur le visage de son fils, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas exactement du soulagement, c'était plus comme une libération. Comme si elle pouvait enfin arrêter de se battre, arrêter de survivre seule, arrêter de porter ce poids. « Marc », murmura-t-elle d'une voix si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Tu es revenu. »« Oui, maman. Je suis revenu, et je ne te laisserai plus jamais seule. Plus jamais. Je le jure sur ma vie. » Et là, dans cette horrible cave entre les larmes et les étreintes prudentes, pour ne pas la blesser davantage, la mère et le fils se retrouvèrent. L'amour qui avait toujours existé entre eux, mais qui avait été mis à l'épreuve de manière terrible, se révéla plus fort que tout le mal, toute la manipulation, toute la cruauté qui avait tenté de les détruire. Livia tenta de s'enfuir cette nuit-là, mais elle n'alla pas loin. Les amis que Marc avait appelés étaient déjà en route, et quand elle essaya d'escalader la clôture au fond de la propriété, elle fut interceptée. Le masque de perfection qu'elle avait maintenu si longtemps tomba enfin complètement, révélant en dessous le désespoir, la colère et la panique de quelqu'un qui sait qu'il a été découvert et qu'il n'y a plus d'issue. Et tandis que l'ambulance emmenait Hélène à l'hôpital, Marc tenant sa main pendant tout le trajet, la demeure de Neuilly-sur-Seine était témoin de la fin d'un chapitre sombre, mais aussi du début de quelque chose de nouveau, quelque chose construit non pas sur des secrets et des mensonges, mais sur la vérité, sur une présence réelle, sur un amour qui avait été éprouvé par le feu et en était sorti plus fort, plus vrai, plus profond que jamais. Les premiers jours à l'hôpital furent un brouillard de douleurs, de médicaments et de procédures médicales. Hélène souffrait d'une pneumonie sévère due à l'exposition prolongée à l'humidité de la cave, d'une dénutrition avancée, d'une déshydratation critique, en plus des blessures physiques évidentes. La blessure au front nécessita des points de suture et un traitement pour l'infection.
Le genou exigeait une intervention chirurgicale. Mais pire que les blessures physiques étaient les cicatrices émotionnelles que les médecins identifiaient à chaque consultation avec les psychologues. Marc ne quitta pas le chevet de sa mère une seule minute. Il s'installa sur la chaise à côté du lit d'hôpital et y resta jour et nuit, lui tenant la main, lui parlant doucement, demandant pardon à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'Hélène dise enfin, les larmes aux yeux, mais avec fermeté dans la voix, « Assez, mon fils. Tu ne savais pas. Elle était très douée pour tromper. Si quelqu'un doit demander pardon, c'est moi, pour ne pas avoir eu le courage de parler plus tôt, pour avoir laissé la peur me réduire au silence. Non, maman, j'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû être présent. Mais je te promets une chose. À partir de maintenant, je le serai. Peu importe ce qui se passe dans les affaires, tu passes en premier. Toujours. » L'enquête policière commença immédiatement. Les preuves étaient abondantes et irréfutables. Les photos que Rose avait prises, les registres d'achat montrant qu'Hélène recevait des rations minimales de nourriture, tandis que le reste de la maison se goinfrait, les rapports médicaux confirmant des mauvais traitements prolongés, les SMS que les experts récupérèrent du téléphone de Livia, montrant comment elle avait manipulé les fournisseurs et les employés. Et il y avait aussi le témoignage de Rose, qui, enfin libérée de la peur, raconta tout dans les moindres détails. L'avocat de la défense de Livia tenta de construire un récit de victime. Il évoqua son passé, une enfance marquée par l'abandon, une adolescence dans des foyers d'accueil, des antécédents de situations difficiles que personne ne connaissait. Il argua que Livia souffrait de troubles qui l'empêchaient de contrôler complètement ses actions, qu'elle était elle-même victime de traumatismes non résolus. Et il était vrai que Livia avait souffert. Les dossiers montraient des années de difficultés, de rejet, de carences affectives profondes. Mais le procureur contre-argumenta avec force. La souffrance ne justifie pas d'infliger la souffrance. Le traumatisme n'est pas une licence pour traumatiser. Des millions de personnes survivent à des enfances difficiles sans devenir des tortionnaires. Livia a fait des choix conscients, méticuleux, calculés. Elle a planifié chaque étape, manipulé chaque personne, construit un réseau élaboré de mensonges. Ce n'est pas une maladie, c'est de la méchanceté consciente. Le procès dura des semaines et attira l'attention des médias. L'histoire de la femme d'affaires prospère qui maltraitait sa belle-mère âgée et vulnérable choqua Paris et la France entière. Les journalistes campaient devant l'hôpital où Hélène se remettait encore. Marc dut engager une sécurité supplémentaire pour protéger la vie privée de sa mère. Hélène, interrogée par les avocats sur sa volonté de participer au procès, hésita. Une partie d'elle voulait la justice, voulait que Livia paie pour ce qu'elle avait fait. Mais une autre partie, la partie fatiguée et blessée, ne voulait que la paix, voulait juste oublier, voulait juste reconstruire sa vie sans avoir à revivre constamment le traumatisme. Marc s'assit à ses côtés et dit « Maman, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Si tu veux témoigner, je serai là à tes côtés. Si tu veux garder tes distances, je le respecterai aussi. Il n'y a pas de mauvais choix ici. » Hélène réfléchit pendant des jours avant de décider. « Je vais témoigner, non pas par vengeance, mais parce que peut-être que mon histoire empêchera que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Peut-être que cela incitera quelqu'un à prêter plus d'attention aux signes. Peut-être que cela sauvera une autre vie. » Le jour où Hélène entra dans le tribunal fut l'un des plus difficiles de sa vie. Même des mois après son sauvetage, elle utilisait encore un fauteuil roulant, portait encore des marques visibles. Quand elle commença à raconter son histoire, sa voix tremblait mais ne se brisait pas. Elle décrivit les mois d'isolement progressif, la manipulation psychologique, les privations, la peur constante, le sentiment d'être piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Lorsque l'avocat de la défense tenta de remettre en question sa crédibilité, suggérant que son esprit confus aurait pu déformer les événements, Hélène le regarda droit dans les yeux et dit avec une clarté qui fit taire la salle « Je connais la différence entre la confusion et la cruauté. Je connais la différence entre oublier où j'ai mis mes lunettes et être enfermé dans une cave humide avec une nourriture insuffisante. Mon esprit n'est peut-être pas parfait à 72 ans, mais mon corps raconte une histoire qu'aucune confusion mentale ne pourrait inventer. » La salle entière resta silencieuse. Même l'avocat de la défense sembla sans voix.
et quand Hélène termina son témoignage, il y avait des larmes dans les yeux de nombreuses personnes présentes, y compris certains des jurés. Livia fut condamnée. La peine fut longue, reflétant la gravité et la préméditation des actes. Lorsque la sentence fut lue, Livia ne montra aucune émotion, juste un regard vide, comme si le masque était enfin tombé de façon permanente et qu'il n'y avait rien de réel en dessous. Marc, assis à côté de sa mère, lui tint la main et murmura « C'est fini, maman. C'est enfin fini. » Mais à bien des égards, cela ne faisait que commencer. La récupération physique d'Hélène prit des mois. L'opération du genou fut complexe, suivie d'une kinésithérapie intensive. Sa mobilité s'améliora progressivement, mais ne reviendrait jamais complètement à ce qu'elle était avant. La marque sur son front, là où elle s'était cognée en tombant, resterait à jamais, un rappel physique de cette période sombre. Mais Hélène apprit à ne pas la cacher. Elle devint une partie de son histoire, une partie de qui elle était maintenant. La récupération émotionnelle fut encore plus difficile. Hélène souffrait de cauchemars fréquents, se réveillant en criant, s'imaginant de retour dans la cave. Elle avait des crises de panique lorsqu'elle entendait des pas dans les escaliers ou lorsqu'elle était seule dans une pièce sombre. La thérapie devint une partie de sa routine, des séances hebdomadaires où elle commençait lentement à traiter le traumatisme, à trouver des mots pour ce qu'elle avait vécu, à reconstruire sa confiance dans le monde. Marc suivit également une thérapie. Il portait une culpabilité profonde pour ce qu'il avait laissé se produire, pour avoir été trompé si complètement, pour ne pas avoir protégé sa mère quand elle en avait le plus besoin. Son thérapeute travailla avec lui sur le concept que les abuseurs sont des experts en manipulation, que ce n'était ni de la faiblesse, ni une faute d'avoir été trompé par quelqu'un qui avait consacré tant d'efforts à construire une façade parfaite. Et lentement, séance après séance, Marc commença à se pardonner. L'un des premiers changements que Marc fit concerna son travail. Il démissionna de son poste de PDG de son entreprise, prenant un poste de consultant qui lui permettait de travailler de chez lui et de voyager beaucoup moins. Ses partenaires protestèrent initialement, arguant qu'il était essentiel à la croissance de l'entreprise. Mais Marc fut ferme. « J'ai passé des décennies à construire cette entreprise aux dépens de ma famille. J'ai failli perdre ma mère parce que j'étais tellement concentré sur la réussite professionnelle que je suis devenu aveugle à ce qui comptait vraiment. Je ne commettrai plus cette erreur. L'argent, je peux en gagner, mais la famille ne se remplace pas. » La demeure de Neuilly-sur-Seine subit une transformation complète. La cave fut scellée de façon permanente, transformée en un espace de stockage inaccessible. Hélène n'aurait plus jamais à se souvenir de son existence. Le reste de la maison fut entièrement rénové, devenant plus accessible, plus accueillant, plus lumineux. Les murs furent peints dans des couleurs douces et joyeuses. Les fenêtres furent agrandies pour laisser entrer plus de lumière naturelle. C'était une transformation physique, mais aussi symbolique. Rose fut réembauchée avec un bien meilleur salaire, et tous ses papiers régularisés aux frais de Marc, qui engagea les meilleurs avocats en droit de l'immigration pour régler sa situation une bonne fois pour toutes. Quand Rose revint à la maison, Hélène la serra dans ses bras pendant de longues minutes, toutes deux pleurant, toutes deux se demandant pardon pour des choses qui n'étaient pas vraiment de leur faute. « Tu m'as sauvé la vie, Rose. Tu as trouvé le courage quand je n'en avais plus, » dit Hélène. « Et vous m'avez appris ce que signifie être forte, même quand tout semble perdu, » répondit Rose. Les deux femmes, unies par un traumatisme partagé, devinrent plus que patronnes et employées. Elles devinrent de véritables amies, des confidentes, des soutiens mutuels dans le processus de guérison. Mais peut-être que la transformation la plus profonde fut dans la relation entre la mère et le fils. Marc, qui compensait autrefois par des biens matériels l'absence de présence réelle, apprit la valeur d'être simplement présent. Il se levait tôt pour prendre le petit déjeuner avec sa mère. Il passait les après-midi à travailler à la maison pour pouvoir faire des pauses et discuter avec elle. Le soir, ils dînaient ensemble, partageant les histoires de la journée, parlant de tout et de rien. Et Hélène, qui taisait autrefois ses sentiments par peur d'être un fardeau, apprit à s'exprimer. Quand quelque chose la dérangeait, elle le disait. Quand elle avait besoin d'aide, elle demandait. Quand elle avait peur, elle le partageait. Et Marc, à son tour, apprit à écouter vraiment, non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur.
Un dimanche après-midi, 6 mois après le sauvetage, la mère et le fils étaient assis dans le jardin rénové, buvant du thé et regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Paris dans des tons d'orange et de rose. Il y avait une paix dans l'air qui n'existait pas auparavant, une quiétude qui n'était pas un silence pesant, mais une sérénité réelle. « Tu sais, mon fils, » commença Hélène, regardant les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble, « pendant longtemps j'ai pensé que je ne me sentirais plus jamais en sécurité, que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que la peur serait ma compagne constante pour toujours. » « Et maintenant ?» demanda Marc doucement. « Maintenant, je réalise que j'ai survécu, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Cette femme a essayé de me détruire, a essayé de tout me voler, mais elle n'a pas réussi. Je suis toujours là. Je t'ai encore. J'ai encore de l'amour dans ma vie. Et ça, c'est une victoire plus grande que n'importe quelle sentence judiciaire. » Marc sentit des larmes lui brûler les yeux, mais il les laissa couler librement. Il n'y avait plus de honte à pleurer, à ressentir, à être vulnérable. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, maman. Tu l'as toujours été, mais maintenant je le vois avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. » Hélène sourit, prenant la main de son fils. « Nous sommes forts ensemble, mon fils. C'est ce que j'ai appris. Seul, je n'ai presque pas survécu, mais ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Et c'était vrai. Dans les mois qui suivirent, la mère et le fils affrontèrent ensemble chaque défi qui se présenta. Les cauchemars d'Hélène, que Marc apprit à réconforter, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Les crises de culpabilité de Marc, qu'Hélène apprit à apaiser, lui rappelant que l'important était le présent, pas le passé immuable. Les dates difficiles, les déclencheurs inattendus, les moments de tristesse qui venaient de nulle part, ils affrontaient tout ensemble. La maison, qui était autrefois une scène de cruauté, se transforma en un sanctuaire de guérison. Cela ne se fit pas du jour au lendemain, ce fut un processus graduel, construit brique par brique, jour après jour. Mais cela se produisit, et chaque petit progrès, chaque rire sincère, chaque moment de paix était célébré comme la victoire qu'il était réellement. Rose devint une partie intégrante de cette nouvelle configuration familiale. Elle n'était pas seulement une employée, elle était un membre de la famille, dans tous les sens du terme. Ses enfants venaient parfois en visite, et Hélène adorait les recevoir, préparant des gâteaux et racontant des histoires. La maison reprit vie, avec le son des enfants jouant dans les jardins, des conversations animées dans le salon, l'odeur de la cuisine maison dans la cuisine. Un jour, près d'1 an après le sauvetage, une lettre arriva de l'endroit où Livia purgeait sa peine. Marc la reçut en premier et hésita à la montrer à sa mère, mais se souvenant de son engagement envers l'honnêteté et la communication, il l'apporta à Hélène. « Une lettre de Livia est arrivée. Veux-tu la lire ou préfères-tu que je la jette ?» Hélène regarda l'enveloppe pendant un long moment. « Qu'est-ce qu'elle dit ?»« Je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que tu devais décider si tu voulais savoir. » Hélène prit une profonde inspiration, prit l'enveloppe et l'ouvrit avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Elle lut en silence, son expression restant neutre. Quand elle eut terminé, elle plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Elle demande pardon. Elle dit qu'elle suit une thérapie, qu'elle travaille sur ses problèmes, qu'elle essaye de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle n'attend pas de pardon, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle est désolée. « Et comment te sens-tu avec ça ?» demanda Marc. Hélène resta silencieuse un moment, regardant par la fenêtre le jardin baigné de soleil. « Je sens qu'elle est sur son chemin et moi sur le mien. Son remords ou son absence de remords ne définit pas ma guérison. Je n'ai pas besoin de lui pardonner pour avancer, et je n'ai pas besoin de garder de la colère pour valider ma douleur. J'ai simplement besoin de continuer à vivre, à guérir, à être heureuse. C'est suffisant. » Marc hocha la tête, impressionné une fois de plus par la sagesse de sa mère. « Que veux-tu faire de la lettre ? Tu peux la jeter, je n'ai pas besoin de la garder, je porte déjà assez de cicatrices, je n'ai pas besoin de plus de rappels. » Et c'est ce qu'ils firent. La lettre fut jetée, et avec elle, un autre morceau du passé sombre. Ce n'était pas de l'oubli, car les marques resteraient toujours, mais c'était une libération, c'était choisir de ne pas laisser ce passé définir tout, le présent et l'avenir. Alors que la première année après le sauvetage touchait à sa fin, Hélène organisa un petit dîner. Elle invita Rose et ses enfants, les thérapeutes qui l'avaient aidée,
le médecin qui avait supervisé sa convalescence et l'avocat qui s'était battu pour la justice. Ce n'était pas une célébration de la tragédie, mais une reconnaissance de toutes les personnes qui l'avaient aidé à survivre, puis à revivre. Pendant le dîner, Hélène porta un toast court mais puissant. À la vie, à la seconde chance, aux personnes qui nous aident à nous relever quand nous tombons, et à la force que nous découvrons en nous-mêmes quand nous pensions qu'il n'y avait plus rien. Merci à tous de faire partie de ce voyage. Il y eut des larmes, des étreintes, des histoires partagées, mais par-dessus tout, il y avait de la gratitude. La gratitude d'être en vie, d'être entouré d'un amour réel, d'avoir la chance de continuer à écrire son histoire sur des pages nouvelles et propres. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit revenue au calme, Marc trouva sa mère assise dans son fauteuil préféré dans le salon, regardant par la fenêtre les étoiles qui brillaient dans le ciel de Paris. « À quoi tu penses ?» dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à quel point la vie est étrange. Il y a 1 an, j'étais dans l'endroit le plus sombre possible, sans espoir, sans avenir. Et maintenant je suis ici entouré d'amour, avec un fils vraiment présent, avec de vrais amis, avec une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si quelqu'un m'avait dit qu'il était possible de trouver la paix après tant de souffrances, je ne l'aurais pas cru. Mais tu l'as trouvé. Nous l'avons trouvé ensemble. » Hélène se tourna pour regarder son fils, ses yeux brillants de larmes de gratitude, non de douleur. « Oui, mon fils, nous l'avons trouvé. Et tu sais quoi d'autre ? Nous n'avons pas seulement survécu, nous vivons. Vraiment vivons. Et c'est plus qu'une victoire, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. C'est la preuve que même après l'obscurité la plus profonde, la lumière peut encore trouver un chemin. » Et la mère et le fils restèrent là côte à côte dans un silence confortable, regardant le ciel étoilé, chacun remerciant intérieurement pour la seconde chance que la vie leur avait donnée, pour l'opportunité de faire différemment, d'être présent, d'aimer sans peur, de vivre sans les chaînes invisibles du passé pesant sur chaque pas. La demeure de Neuilly-sur-Seine, qui avait été un jour le théâtre de tant de souffrances, était maintenant un véritable foyer. Un endroit où l'amour n'était pas seulement un mot, mais une action constante, où la présence valait plus que n'importe quel cadeau matériel, où la vérité était plus importante que les apparences parfaites. Et dans cette transformation, tant de la maison que des personnes qui l'habitaient, se trouvait la plus grande victoire possible. La victoire de l'humanité sur la cruauté, de l'amour sur la peur, de l'espoir sur le désespoir. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Marc avait défoncé la porte de la cave et trouvé sa mère dans cet état déplorable. 2 ans qui semblaient à la fois une éternité et un clin d'œil. La vie s'était transformée de manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir dans ces premiers jours difficiles de convalescence. Hélène se réveilla un samedi matin avec le soleil entrant par la fenêtre de sa chambre, rénovée et accueillante, si différente de cette pièce humide et sombre qui hantait ses pires souvenirs. Il y avait encore des jours où les cauchemars venaient, où elle se réveillait le cœur battant, s'imaginant de retour à cet endroit. Mais ils étaient de moins en moins fréquents. Et quand ils venaient, elle avait des outils pour y faire face, des stratégies apprises en thérapie, et surtout, elle avait des gens qui l'aimaient et la soutenaient. Elle se leva lentement, utilisant la canne spéciale que Marc avait fait faire sur mesure, avec un support ergonomique et un design élégant. Ce n'était plus cette vieille canne que Livia avait cachée. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui représentait son indépendance reconquise. Oui, elle avait encore besoin d'aide pour certaines choses, et son corps portait des cicatrices permanentes. Mais elle avait récupéré une grande partie de sa mobilité, de sa force, et surtout, elle avait retrouvé sa voix, sa capacité à s'exprimer, à dire non, à poser des limites. Dans la cuisine, Rose préparait déjà le petit déjeuner, fredonnant une chanson de l'Auvergne, qui mettait toujours le sourire aux lèvres d'Hélène. Les deux femmes avaient développé un partenariat magnifique au cours de ces 2 années, une amitié forgée dans le feu de la souffrance partagée mais cimentée par le choix quotidien de se soutenir mutuellement. « Bonjour, Madame Hélène. Bien dormi aujourd'hui ?» demanda Rose, servant du café frais dans une jolie tasse en porcelaine et non plus ces vieux récipients en plastique que Livia utilisait. « J'ai bien dormi, Rose. J'ai rêvé de mon Joachim hier. C'était un bon rêve.
Il souriait, disait qu'il était fier de moi. Je pense qu'il le serait vraiment, tu sais, pour avoir survécu, pour avoir trouvé la force quand je pensais ne plus en avoir. Certainement qu'il le serait, acquiesça Rose, s'asseyant à table avec Hélène comme elle le faisait chaque matin. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, et pourtant, j'en connais beaucoup des gens forts, là-bas en Auvergne. Elles rirent ensemble, de ce rire confortable qui ne vient que d'une véritable amitié. Marc descendit peu après, encore en pyjama, les cheveux en désordre, si différent du cadre impeccablement habillé qu'il était autrefois. Il avait appris à valoriser le confort plutôt que les apparences, la substance plutôt que le style, la présence plutôt que la productivité. « Bonjour, mais personne préférée », dit-il en brassant le front de sa mère et prenant une tasse de café. « Quelle odeur merveilleuse, Rose. Tu as fait ce gâteau à la semoule de maïs ?»« Oui, monsieur Marc, je l'ai laissé refroidir là. On en coupera un morceau tout à l'heure pour accompagner le café. » Cette scène simple, quotidienne, était quelque chose qu'Hélène appréciait immensément. Il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de peur, pas besoin de peser chaque mot avant de parler. C'était juste une famille prenant son petit déjeuner ensemble, discutant de petites et grandes choses, partageant la vie. Et ça, c'était précieux au-delà de toute mesure. Après le petit déjeuner, Marc avait une annonce à faire. « Maman, tu te souviens que j'ai parlé de ce projet de l'entreprise, la nouvelle ligne de produits axée sur l'accessibilité et l'inclusion ?»« Je m'en souviens, mon fils. Tu as tellement travaillé dessus ces derniers mois. » Eh bien, il a finalement été approuvé par le conseil d'administration. Nous allons lancer une gamme complète de technologies d'assistance pour les personnes à mobilité réduite. Des cannes intelligentes, des fauteuils roulants avec des capteurs avancés, des applications d'aide. Tout est conçu pour donner plus d'indépendance et de dignité à des personnes comme toi, maman. Hélène sentit des larmes de fierté lui monter aux yeux. Marc avait transformé sa propre expérience douloureuse en quelque chose qui pourrait aider des milliers d'autres personnes. C'était une façon de donner un sens à la souffrance, de transformer une tragédie personnelle en un impact social positif. « Je suis si fier de toi, mon fils. Ton père le serait aussi. Transformer la douleur en espoir, la souffrance en solution, c'est ce que font les personnes vraiment spéciales. J'ai appris ça de toi, maman. C'est toi qui m'as appris que nous pouvons choisir comment nous répondons à ce qui nous arrive, que la survie n'est que la première étape, mais que vivre vraiment, cela demande du courage, un choix conscient, un travail quotidien. » Cet après-midi-là, ils reçurent une visite spéciale. Une journaliste faisait un reportage sur la guérison des traumatismes et des abus familiaux, et avait demandé à interviewer Hélène. Au début, Hélène avait hésité. S'exposer publiquement, revivre des détails douloureux, cela ne semblait pas être quelque chose qu'elle voulait faire. Mais après en avoir parlé avec son thérapeute et avec Marc, elle décida que son histoire pourrait peut-être aider d'autres personnes, pourrait faire en sorte que quelqu'un reconnaisse les signes d'abus, pourrait donner le courage à quelqu'un de parler. L'interview fut menée avec sensibilité et respect. La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années nommée Béatrice, posa des questions prudentes, laissant à Hélène le temps de parler à son propre rythme. « Madame Hélène, qu'aimeriez-vous que les gens comprennent de votre expérience ?» demanda Béatrice à un moment donné. Hélène réfléchit longuement avant de répondre. « J'aimerais que les gens comprennent que les abus peuvent se produire n'importe où, même dans les plus belles maisons, dans les familles qui semblent les plus parfaites. J'aimerais qu'ils comprennent que les victimes d'abus ne sont pas faibles ou stupides, ce sont des personnes piégées, dans des situations qui ont été soigneusement construites pour les emprisonner. Et j'aimerais qu'ils sachent qu'il est possible de survivre, qu'il est possible de se rétablir, mais que cela n'arrive que lorsque nous avons le courage de parler et que nous avons des gens prêts à nous écouter vraiment. Et pour quelqu'un qui pourrait vivre quelque chose de similaire en ce moment, quel message laisseriez-vous » Hélène regarda droit dans la caméra, ses yeux clairs et fermes. « Parlez. Peu importe la peur que vous ressentez, parlez. Dites-le à quelqu'un, à toute personne disposée à écouter. Et si la première personne ne vous croit pas, dites-le à une autre, et à une autre, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui vous croit et vous aide. Parce que vous méritez d'être entendu, vous méritez d'être protégé, vous méritez de vivre sans peur. Et il y a des gens dans le monde qui veulent t'aider, qui vous croiront, qui se battront à vos côtés. Il suffit de les trouver. »
Lorsque l'interview fut diffusée quelques semaines plus tard, la réaction fut bouleversante. Hélène reçut des centaines de lettres et d'emails de personnes partageant leurs propres histoires, la remerciant pour son courage de parler, disant que son histoire leur avait donné la force de faire leur propre pas vers la liberté et la guérison. C'était à la fois écrasant et valorisant. Une lettre en particulier toucha profondément le cœur d'Hélène. Elle venait d'une femme de 50 ans nommée Martine, qui racontait qu'elle se trouvait dans une situation similaire d'abus de la part d'un fils toxicomane, et que l'histoire d'Hélène lui avait donné le courage de chercher enfin de l'aide. « Grâce à votre courage de parler, » écrivait Martine, « j'ai trouvé le courage de sauver ma propre vie. Vous n'avez pas seulement survécu, vous nous avez montré qu'il est possible de vivre pleinement après le traumatisme. Merci d'exister, de vous battre, de parler. » Hélène lut cette lettre à Marc, tous deux pleurant d'émotion. « Tu sais, mon fils, pendant longtemps je me suis demandé pourquoi tout cela était arrivé. Pourquoi moi, pourquoi notre famille? Mais peut-être que la question n'est pas pourquoi, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et si ma douleur peut soulager la douleur de quelqu'un d'autre, si mon histoire peut sauver une vie, alors ce n'était pas en vain. » Marc serra sa mère dans ses bras, ressentant une profonde gratitude de l'avoir dans sa vie, pour sa sagesse, pour sa force, pour son cœur généreux qui, même après tant de douleur, pouvait encore penser à aider les autres. Les mois suivants apportèrent d'autres changements positifs. Hélène commença à faire du bénévolat dans un foyer pour personnes âgées vulnérables, partageant son histoire, offrant un soutien émotionnel, aidant à l'administration. Elle y trouva un but, une façon de redonner au monde, de transformer son expérience en aide concrète pour les autres. Marc lança officiellement la ligne de produits d'accessibilité de son entreprise, et ce fut un succès au-delà de toute attente. Mais plus que le succès commercial, c'étaient les histoires des utilisateurs qui le touchaient, des gens envoyant des photos utilisant les produits, racontant comment cela avait changé leur vie, remerciant d'avoir enfin une technologie qui les traitait avec dignité et respect. C'était la rédemption dont Marc avait besoin, la preuve qu'il pouvait utiliser sa position et ses ressources pour faire un bien réel dans le monde. Rose, de son côté, s'était inscrite à des cours du soir pour devenir infirmière, un vieux rêve qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de poursuivre. Marc payait les cours et ajustait son emploi du temps pour qu'elle puisse étudier sans pression. « Madame Hélène, j'ai toujours rêvé de faire plus, d'avoir une profession reconnue, » confia Rose un jour. « Et maintenant, à 52 ans, je vais devenir infirmière. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. »« Jamais, en effet, » acquiesça Hélène émue. « Tu mérites chaque opportunité, Rose. Tu m'as sauvé la vie, et maintenant tu vas sauver la vie de beaucoup d'autres personnes. » Un après-midi d'automne, exactement 3 ans après le sauvetage, Hélène était assise dans le jardin, maintenant rempli de fleurs qu'elle avait elle-même aidé à planter. La cave avait été entièrement rénovée et transformée en une salle de jeu pour les enfants de Rose et les visites occasionnelles d'enfants. Aucun espace de cette maison ne gardait plus de mauvais souvenirs. Tout avait été rénové, resignifié, transformé. Marc sortit dans le jardin avec 2 tasses de thé et s'assit à côté de sa mère. Ils restèrent, là dans un silence confortable, pendant quelques minutes, appréciant simplement le chant des oiseaux et l'odeur des fleurs. « À quoi penses-tu, maman » demanda finalement Marc. « Je pensais à la chance que j'ai » répondit Hélène avec un sourire. « Je sais que ça peut paraître étrange de dire ça après tout ce que j'ai traversé, mais c'est vrai. J'ai de la chance d'avoir survécu. De la chance de t'avoir, un fils qui m'aime vraiment et qui a appris à démontrer cet amour, non seulement avec des choses, mais avec sa présence. De la chance d'avoir Rose et tant d'autres qui m'ont aidé, et de la chance d'avoir trouvé en moi une force que je ne savais pas que j'avais. » Marc prit la main de sa mère. « C'est moi qui ai de la chance de t'avoir, pour ne pas avoir abandonné, même quand ça devait sembler impossible de continuer, pour m'avoir donné une seconde chance d'être le fils que tu as toujours mérité, pour m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. Nous avons appris ensemble, mon fils. Nous avons tous les deux grandi, nous avons tous les deux changé. Et nous sommes meilleurs pour cela. » Et c'était vrai. Marc n'était plus le cadre obsédé par le succès qui mettait le travail avant tout. Il avait trouvé un équilibre, avait appris qu'être présent valait plus que n'importe quelle promotion ou contrat. Hélène n'était plus la femme réduite au silence par la peur, qui ravalait ses besoins pour ne pas déranger.
Elle avait trouvé sa voie et appris à l'utiliser avec fermeté, mais aussi avec compassion. Ce soir-là, ils eurent un autre dîner de famille. Rose amena ses enfants, maintenant adolescents, qui adoraient discuter de tout avec Hélène. Marc prépara la spécialité de la maison, un risotto qu'il avait appris à faire dans ses cours de cuisine, un autre passe-temps qu'il avait adopté pour passer plus de temps à la maison. La table était remplie de nourriture, de rires, de conversations animées, d'un amour tangible. Avant de commencer à manger, Hélène demanda à porter un toast. Levant son verre de jus de fruits, elle dit « À la famille, pas nécessairement de sang, mais de cœur, à ceux qui restent à nos côtés dans les moments les plus sombres et célèbrent avec nous dans les moments de lumière. À la seconde, chance que la vie nous a donnée, et au choix que nous faisons chaque jour de vivre pleinement, d'aimer profondément, d'être vraiment présent. » Tout le monde trinqua, les verres se rencontrant dans un tintement joyeux, et le bonheur de ce moment était si réel, si palpable, qu'il semblait presque possible de le toucher. Plus tard, quand tout le monde fut parti et que la maison fut calme, Hélène alla dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et sortit un carnet qu'elle avait commencé à écrire quelques mois auparavant. C'était son histoire, racontée avec ses propres mots, non seulement le traumatisme, mais toute sa vie, les joies et les peines, les amours et les pertes, les chutes et les renaissances. Elle écrivait non pas pour publier, bien que certains éditeurs aient déjà manifesté leur intérêt, mais pour elle-même, pour traiter, pour se souvenir, pour comprendre. Et sur la dernière page, ce soir-là, elle écrivit les mots qui, selon elle, résumaient tout son parcours. « J'ai appris qu'être humain, c'est être vulnérable, et que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. J'ai appris que demander de l'aide n'est pas un échec, c'est du courage. J'ai appris que l'amour véritable se démontre non pas par de grands gestes, mais par une présence constante dans les petites choses. J'ai appris que nous pouvons survivre à des choses que nous pensions impossibles à supporter. Et j'ai appris qu'après la nuit la plus sombre, si nous avons le courage de continuer à respirer, de continuer à essayer, de continuer à espérer, l'aube finit toujours par se lever. Toujours. Et quand elle vient, la lumière est encore plus douce parce que nous connaissons la profondeur de l'obscurité. Je suis reconnaissante pour chaque jour. Je suis reconnaissante pour chaque personne qui m'a aidé à arriver ici. Et je suis reconnaissante d'avoir trouvé la femme forte qui a toujours été en moi, attendant juste d'être découverte. La vie recommence quand nous choisissons de recommencer, et j'ai choisi de vivre. Elle ferma soigneusement le carnet et le remit dans le tiroir. Elle se regarda dans le miroir et vit non pas une victime, mais une survivante, une combattante, une femme qui avait affronté l'enfer et en était sortie plus forte, plus sage, plus complète. La marque sur son front était toujours là, une ligne fine mais visible. Parfois les gens posèrent des questions à ce sujet, et Hélène ne ressentait plus de honte ni le besoin de se cacher. « C'est un souvenir », disait-elle simplement, « d'une période difficile que j'ai surmontée. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie. » Cette nuit-là, Hélène dormit profondément, sans cauchemar, bercée par la certitude qu'elle était en sécurité, aimée, valorisée. Et quand elle se réveilla le lendemain matin avec le soleil brillant par la fenêtre, ce fut avec un sourire aux lèvres et de la gratitude dans le cœur. La demeure de Neuilly-sur-Seine, qui avait été un jour une prison, était maintenant un refuge. La maison qui avait été témoin de tant de souffrances débordait maintenant d'amour. Les murs qui avaient gardé de sombres secrets résonnaient maintenant de rires et de conversations affectueuses. Tout s'était transformé parce que les gens à l'intérieur avaient choisi la transformation, avaient choisi la guérison, avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Et si quelqu'un passait par cette rue élégante de Neuilly-sur-Seine et regardait la demeure blanche avec ses jardins fleuris, il ne verrait qu'une autre belle maison dans un quartier chic. Il ne connaîtrait pas l'histoire de rédemption que ces murs gardaient, le voyage de la terreur au triomphe qui s'y était déroulé. Mais c'était peut-être approprié, parce que les plus grandes victoires, les transformations les plus significatives, se produisent souvent en silence, loin des regards publics, dans le cœur de personnes qui choisissent de se relever une fois de plus, qui choisissent de croire que demain peut être meilleur qu'hier,
qui choisissent de vivre pleinement malgré et à cause de tout ce qu'elles ont affronté. Hélène avait fait ce choix. Marc avait fait ce choix. Et ensemble, avec l'aide de bonnes personnes comme Rose, ils avaient prouvé qu'il est possible de renaître de ses propres cendres, que l'amour véritable peut guérir même les blessures les plus profondes, que l'espoir, aussi ténu qu'il puisse paraître parfois, ne meurt jamais complètement tant qu'il y a quelqu'un prêt à le tenir. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, dans une demeure transformée de prison en foyer, une famille également transformée dormait en paix, sachant qu'ils avaient vaincu, non pas parce que le mal ne les avait jamais touchés, mais parce que lorsqu'ils l'avaient fait, ils avaient refusé de le laisser définir qui ils étaient. Ils avaient choisi à la place de laisser l'amour, le courage et la résilience définir leur avenir. Et cet avenir construit sur les ruines du passé mais regardant toujours vers l'avant, brillait de la promesse de jours meilleurs, de la certitude qu'ensemble ils pourraient affronter n'importe quoi, et de la sagesse précieuse que vivre pleinement, aimer profondément et être vraiment présent sont les seuls trésors qui comptent vraiment à la fin. L'histoire d'Hélène et de Marc était une histoire de survie, oui, mais plus que cela, c'était une histoire de nouveau départ, de transformation, d'un amour qui résiste aux tempêtes les plus féroces et en sort plus fort que jamais. C'était une histoire qui méritait d'être racontée, non pas pour glorifier la souffrance, mais pour célébrer la capacité humaine à guérir, à pardonner, à grandir, à revivre. Et tandis que la nuit couvrait Paris de son manteau étoilé, à l'intérieur de cette demeure de Neuilly-sur-Seine, 3 personnes dormaient du sommeil profond de ceux qui savent qu'ils sont exactement là où ils devraient être, faisant exactement ce qu'ils devraient faire, aimant et étant aimés de la manière la plus vraie possible. Et cela, à la fin, était tout ce qui comptait vraiment. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène, Marc et Rose a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur et de dépassement, d'obscurité et de lumière, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous rappellent la force qui existe en chacun de nous, même dans les moments les plus difficiles. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui va bousculer vos émotions et vous faire réfléchir sur la vie.